On nous a dit que les pandémies sont des accidents biologiques qui mettent des années à émerger. Mais si ce n'était pas le cas, de nouvelles preuves suggèrent quelque chose de bien plus inquiétant. Le prochain tueur mondial est déjà là, en attente, et pré-programmé pour détourner vos cellules dès maintenant. Et si le chaînon manquant de l'origine du Covid n'avait jamais existé? Pas à cause d'un complot, mais parce que le virus n'a peut-être jamais eu besoin d'évoluer pour nous infecter. Il est né avec la clé maîtresse. Et si c'est vrai, nous n'attendons pas que la prochaine pandémie évolue, nous attendons simplement qu'elle arrive. Depuis le tout premier jour de son existence, l'humanité a dû naviguer dans un champ de mines biologique. Nous savions qu'il existait des virus invisibles à l'œil nu. Nous savions qu'ils avaient le potentiel de semer le chaos dans notre corps et même d'écourter nos vies. Nous pensions avoir un certain niveau de sécurité. Pendant des années, voire des générations, les politiques de santé publique, stratégie vaccinale et réponse aux pandémies reposaient sur une hypothèse essentielle. Qu'il existe une barrière entre nous et les virus pouvant nous anéantir. Nous pensions que les microbes suivaient un parcours prédéfini, étape par étape. Ces virus circulaient d'abord chez les animaux, avant de passer à d'autres espèces comme le pangolin, le cochon ou peut-être la civette. C'est alors que tout commença à changer. Dans ces nouveaux hôtes, le virus changeait. Chaque infection produisait de nouvelles copies. Chaque copie offrait une chance d'erreur, une mutation supplémentaire. La plupart échouaient, mais avec le temps, ces mutations pouvaient s'accumuler et permettre au virus de trouver les outils pour infecter l'humain. C'est alors qu'il faut s'inquiéter. Après avoir acquis la capacité d'infecter les humains, il pouvait se transmettre entre personnes et provoquer de fortes réactions immunitaires, nous rendant malades. Au mieux, cela cause douleur, fièvre et inconfort. Au pire, cela peut être fatal. Les scientifiques nomment cela la barrière des espèces. On pensait que les virus animaux mettaient des mois, des années ou des décennies à évoluer avant de passer chez l'homme, et non qu'ils pouvaient franchir ce cap directement. C'était comme une clé qu'il fallait encore limer avant qu'elle puisse s'adapter à la serrure unique du corps humain. Et cela comptait. Cela montrait qu'il y avait une distance entre nous et les virus les plus dangereux. La barrière des espèces était plus qu'un concept scientifique, c'était un filet de sécurité. On pense avoir le temps de détecter un virus chez les animaux, suivre son évolution et l'arrêter avant qu'il ne nous touche. Mais si cette fenêtre n'avait jamais existé? Et si le virus était déjà armé et prêt à faire feu? Des recherches récentes révèlent que le modèle de barrière évolutive n'est peut-être pas aussi solide que nous le pensions. Car si des virus doivent muter pour nous infecter, alors comment les épidémies les plus meurtrières de l'histoire ont-elles pu sauter complètement cette étape? Pour comprendre les implications de cette faille dans la biosécurité, nous devons remonter à l'une des pires pandémies que la Terre ait jamais connue, la grippe espagnole. En 2 ans, elle a touché 1/3 de la population mondiale et causé des dizaines de millions de morts. C'était une souche exceptionnellement mortelle de la grippe H1N1 et elle a déclenché un chaos d'une ampleur que le monde n'avait jamais connue. Dans les décennies qui ont suivi, les scientifiques ont travaillé pour comprendre exactement comment cela s'était produit. Ils ont retracé son parcours et élaboré un modèle de propagation des pandémies. Pendant près d'un siècle, nous pensions que ce modèle était juste. La pandémie était vue comme une catastrophe lente, une série d'événements sur plusieurs années, pas sur quelques mois. S'il y avait eu une fenêtre d'alerte, la tragédie aurait pu être évitée. Mais ce récit a été brisé au tournant du millénaire. Les scientifiques ont exhumé et étudié des victimes de la grippe espagnole d'une communauté inuite à Breivik, en Alaska. Les corps, parfaitement conservés dans le pergélisol, ont permis aux chercheurs d'extraire des échantillons d'ARN viral. Ils ont ensuite pu reconstituer efficacement le virus en utilisant des techniques modernes de séquençage génomique. À ce moment-là, ils ont découvert une vérité qui a changé les règles sur le fonctionnement des virus. Il s'est avéré que le virus H1N1 de 1918 n'avait pas passé des années à muter chez les porcs avant de passer à l'humain. On pensait qu'il avait commencé comme un virus aviaire provenant des oiseaux, et qu'à un moment donné, il avait développé quelque chose d'important. Une hémagglutinine, ou protéine HA, déjà prête à se lier aux cellules humaines. En d'autres termes, le virus possédait déjà la clé dont il avait besoin pour ouvrir les portes du corps humain. Au moment même du passage du virus des populations d'oiseaux sauvages aux humains, il n'avait pas besoin de subir une quelconque mutation rapide. Il n'avait pas besoin de se multiplier pour développer les outils nécessaires au déclenchement d'une pandémie mondiale. C'était une arme biologique, prête à l'emploi, trouvée dans la nature. Et cela contredisait totalement tout ce que la communauté scientifique croyait à propos de ce virus. Cela remettait en question l'idée d'une longue période d'alerte et la soi-disant barrière évolutive elle-même. Mais chaque virus est différent. Il mute et se propage de différentes manières. Avec cela à l'esprit, les scientifiques se sont retrouvés face à une question cruciale.
La grippe de 1918 était-elle simplement une bizarrerie historique, un cas exceptionnel d'un virus qui rompait avec toutes les conventions? La nature produit-elle ces armes prêtes à l'emploi en masse aujourd'hui? En 2021, des chercheurs ont découvert un élément qui a bouleversé notre compréhension des virus. C'était au plus fort de la pandémie de Covid-19, causée par la souche SARS-CoV-2 du coronavirus. Il y avait de nombreuses théories différentes sur la façon dont ce virus en particulier est apparu et est passé des animaux aux humains. Plusieurs études ont pointé les chauves-souris, poussant les chercheurs à chercher ce chaînon manquant. Ils ont exploré les grottes calcaires du Laos, en Asie du Sud-Est, prélevé des échantillons de diverses chauves-souris et les ont analysés au laboratoire. Ils ont découvert un groupe de coronavirus de chauves-souris sauvages, dont 3 en particulier, nommés Banal52, BNAL52, BNAL103 et Banal, BNAL236, qui se distinguaient par leur similitude génomique particulière avec le SARS-CoV-2. Une analyse plus approfondie a montré que les 3 possédaient une protéine de spicule spécifique capable de se fixer au récepteur ACE2 des cellules humaines. Les récepteurs ACE2 sont des points d'entrée sur nos cellules, semblables à des serrures que les protéines de spicule, servant de clé, permettent au virus d'ouvrir pour pénétrer dans le corps. Tous ces virus possédaient la clé nécessaire, mais ce n'est pas tout. En utilisant des techniques avancées comme les mesures de liaison et les simulations informatiques, les chercheurs ont découvert quelque chose d'inattendu. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Le virus de chauve-souris se comportait presque de manière identique à la souche originale de Wuhan du SARS-CoV-2. Dans certains cas, ils étaient même encore meilleurs pour s'attacher aux cellules humaines, ne laissant pratiquement aucune chance au corps d'empêcher une infection. L'un d'eux, Banal BNAL 236, a clairement montré qu'il pouvait se multiplier dans les cellules humaines. Ces virus, découverts loin des centres urbains, étaient à certains égards mieux équipés pour infecter les humains que la souche qui, au même moment, paralysait la société. Et puis, la situation a empiré. Contrairement au SARS-CoV-2, aucun des virus sauvages ne possédait de site de clivage par la furine, ou FCS. Cette structure moléculaire unique permet au virus de fusionner aisément avec les cellules humaines. À l'époque, les sceptiques du Covid-19 soutenaient que la présence d'un FCS était la preuve que le SARS-CoV-2 devait avoir été modifié en laboratoire. C'est une caractéristique si rare dans la nature. C'était la preuve irréfutable. Mais les virus sauvages ont prouvé que Mère Nature produisait déjà des souches virales préprogrammées, qui pouvaient, en théorie, franchir la barrière des espèces. Les humains pouvaient être infectés bien plus facilement prévu, sans le long processus évolutif que les scientifiques pensaient nécessaire. Et si la nature crée ces clés optimisées pour l'humain en pleine jungle, que se passe-t-il quand elle trouve la serrure ? Le coronavirus, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, autrement appelé MERS-CoV, est l'un des agents pathogènes les plus mortels de la planète. Le virus provoque une maladie appelée MERS et peut entraîner une gamme de symptômes, allant de la fièvre et de la toux à des difficultés respiratoires et de la diarrhée. Le premier cas a été identifié en 2012 en Arabie Saoudite. Plusieurs milliers d'autres cas sont survenus depuis, avec un taux de mortalité d'environ 35%. Il y a eu plusieurs épidémies notables, notamment une en Corée du Sud en 2015, bien que la plupart des cas aient été cantonnés à la péninsule arabique.
Des études montrent que les humains sont souvent infectés par le MERS-CoV après contact avec des chameaux. Selon les modèles épidémiologiques classiques, le virus chez ces chameaux devrait différer nettement de celui présent dans des cellules des patients humains mourants. Il devrait montrer des preuves claires de nombreuses mutations lui ayant permis de passer d'une espèce à une autre et de survivre dans le corps humain. Cela confirmerait la théorie de l'hôte intermédiaire. Ce n'est pas ce que montrent les données. Lorsque les chercheurs ont utilisé des techniques de séquençage génomique pour cartographier les virus MERS-CoV trouvés à la fois chez l'homme et chez le chameau, ils ont découvert un fait troublant. Les deux sont presque exactement les mêmes. Pour être plus précis, ils sont identiques à 99,9%. Ce ne sont pas de lointains parents, mais de véritables images miroirs sur le plan biologique. Cela signifie que ce virus n'a pas besoin de période d'apprentissage ou d'adaptation pour passer d'une espèce à une autre. Il n'y a pas un immense gouffre qui sépare les deux, mais un minuscule écart de 0,1%, presque imperceptible. Le virus peut franchir la barrière des espèces en utilisant la même architecture que pour infecter le bétail et d'autres animaux. C'est un envahisseur pleinement fonctionnel, totalement compatible et capable, une arme microscopique de destruction massive, qui est plus adaptable que nous ne l'aurions jamais imaginé. Les implications de cela sont terrifiantes d'un point de vue de la biosécurité. Cette découverte suggère que les virologues ont peut-être travaillé avec des informations erronées pendant des années. Ils ont cherché les mauvais signaux d'alerte, suivi des modèles peu fiables, et laissé la société avancer comme en somnambule, vers une nouvelle crise biologique. Si des virus d'origine animale comme le MERS-CoV sont déjà identiques aux versions mortelles pour l'homme, alors combien d'autres existent-ils encore, prêts à déclencher la prochaine pandémie ? Au début des années 2020, nous savions que certains virus pouvaient passer des animaux aux humains bien plus vite que prévu. Les scientifiques avaient prouvé cela, avec des virus, comme la grippe espagnole et le MERS-CoV. Mais beaucoup les voyaient encore comme des exceptions ou anomalies. Une étude révolutionnaire de 2024 a révélé que ces anomalies pourraient s'inscrire dans une tendance plus vaste et préoccupante. Des chercheurs du laboratoire Bloom au Fred Hutch Cancer Center, dirigés par le biologiste de l'évolution Jesse Blum, ont mené l'étude. Elle a été conçue pour tester l'hypothèse de la barrière évolutive. Ils voulaient savoir si les virus ont réellement besoin de temps pour s'adapter lorsqu'ils passent chez l'humain, ou s'ils sont déjà capables de le faire dès le départ. Pour ce faire, l'équipe ne s'est pas seulement concentrée sur une seule épidémie ou une seule souche virale. Au lieu de cela, ils ont analysé de grands ensembles de données génomiques pour comprendre comment ils se comportent au niveau moléculaire. Ils ont utilisé le Deep Mutational Scanning pour étudier en détail certaines protéines virales. Leur analyse a couvert un large éventail de virus, y compris la grippe, le SARS-CoV-2, le VIH et Zika. Ils ont pu cartographier comment des milliers de mutations possibles pourraient influencer la capacité du virus à échapper aux anticorps et infecter les cellules. Les chercheurs ont d'abord dû créer un pseudo-pseudovirus. Il s'agissait de versions sûres d'agents pathogènes, pouvant entrer dans les cellules sans se répliquer, éliminant ainsi les risques liés aux souches virales vivantes et dangereuses. Ils ont ensuite modifié génétiquement les protéines virales pour créer leurs mutations. C'était comme la façon dont une cellule virale peut s'adapter pour devenir plus infectieuse et survivre dans divers hôtes et environnements. Les variants ont été testés, les chercheurs mesurant leur résistance aux anticorps et leur attachement aux cellules hôtes. Toutes les données allaient dans le même sens. Certaines des pandémies les plus meurtrières de l'histoire n'ont nécessité aucun temps d'adaptation lors de leur début. Autrement dit, lorsque ces souches ont émergé chez l'humain, elles n'ont pas dû évoluer tout de suite pour mieux nous infecter ou échapper au système immunitaire. Elles n'en avaient pas besoin. Elles étaient déjà capables de le faire. Cela révèle une véritable faille systémique dans la surveillance et la sécurité sanitaire mondiale. Les communautés scientifiques et des initiatives comme le programme PREDICT de l'USAID estiment qu'il faut rechercher dans la nature des virus qui développent des traits adaptés à l'humain, pouvant permettre des infections à grande échelle. Pendant ce temps, les virus plus généralistes, capables d'infecter plusieurs espèces, ont historiquement été considérés comme présentant un risque moindre. C'est parce qu'ils ne semblent pas être optimisés pour la transmission chez l'humain. Cette recherche a complètement bouleversé ces croyances. Elle suggère qu'au moment où un virus commence à développer des caractéristiques humaines, il est déjà trop tard. La pandémie a déjà commencé. L'étude suggérait qu'il existerait aujourd'hui plusieurs virus dans la nature, attendant l'arrivée d'hôtes humains. Le seul avantage pour l'humanité était que ces souches virales restaient confinées loin des populations humaines. Elles vivaient surtout dans les jungles, grottes et autres écosystèmes isolés, ce qui expliquerait pourquoi les pandémies mondiales ne survenaient qu'une fois par siècle. Les gens n'entraient tout simplement pas en contact avec ces virus. Le modèle de barrière évolutive avait peut-être été brisé,
Mais une nouvelle barrière géographique semblait avoir émergé. La distance physique réelle entre les populations humaines et les animaux infectés nous aide à rester relativement en sécurité. C'était la théorie. Les chercheurs ont fait une découverte effrayante, poussant les scientifiques à réévaluer leur compréhension de la biologie virale. Ils ont découvert que les gens rencontrent en réalité ce genre de virus tout le temps. Une étude a été menée auprès de près de 700 personnes issues de communautés rurales au Myanmar. Ils ont été testés pour détecter des sarbecovirus, des coronavirus infectant surtout les chauves-souris et pouvant passer à l'homme. L'étude a révélé que 12,1% des personnes possédaient des anticorps contre ces virus. Cela signifiait qu'elles y avaient été exposées à un moment donné dans le passé. Les personnes étaient nettement plus susceptibles d'obtenir un résultat positif si elles travaillaient dans des secteurs impliquant du temps passé à l'extérieur ou la manipulation de matières premières. Cela incluait l'exploitation forestière, la chasse et la récolte de produits forestiers. C'était une découverte majeure. En moyenne, plus d'une personne sur 10 dans ces régions a été infectée par des virus sauvages, majoritairement liés aux chauves-souris, avec des indices concernant aussi les pangolins. Mais lorsque vous consultez les dossiers officiels de santé publique de ces mêmes régions, vous ne trouverez pas de rapport faisant état de grandes épidémies. Il n'y a pas de pic inattendu d'infection atypique, pas de confinement ou de quarantaine soudaine. Mais tous les indices sont là. Ils sont cachés dans le sang de ces individus. Ces indices sont les vestiges de ces essais silencieux d'armes qui n'ont pas encore été entièrement déclenchés. Les anciennes explications sur le fonctionnement des virus ont été bel et bien anéanties à ce stade. Les humains ne sont pas aussi uniques qu'on ne pense, du moins pour les virus. Nous ne sommes qu'une étape de plus dans la chaîne. Les virus sont déjà tout nécessaires pour nous infecter, et le font activement, même si cela se produit dans des régions qui ne font pas la une. Si tout ce que nous avons vu est exact, alors les jours de l'humanité sont comptés. Les preuves montrent que l'humanité a eu de la chance de survivre, malgré de nombreux virus potentiellement mortels circulant dans la nature. Heureusement, il y a une chose qui a joué en notre faveur tout ce temps, notre dernière ligne de défense. Une protection biologique qui a aidé à maintenir l'humanité en vie pendant des générations, et qui nous a permis de survivre à des pandémies ayant tué des dizaines de millions de personnes. On l'appelle la réponse à l'interféron, et elle agit comme le pare-feu intégré du corps. Lorsqu'un virus, déjà capable d'infecter l'humain, pénètre dans le corps, les données indiquent qu'il se lie facilement au récepteur et entre dans les cellules, possédant déjà la clé pour déverrouiller ces verrous biologiques. C'est la partie facile, car dès qu'il entre dans le corps, autre chose commence. Un compte à rebours invisible. Si le virus n'agit pas rapidement, il manquera de liberté pour se répliquer et se propager, et sera éliminé en quelques heures. C'est là qu'intervient la réponse interféron. Les interférons sont des protéines de signalisation, aussi appelées cytokines. Ils sont produits par l'organisme pour réagir à la présence de microbes étrangers, tels que virus et bactéries. Comme leur nom l'indique, les interférons sont conçus pour interférer avec ces envahisseurs. Ils les ralentissent, perturbent leur réplication et rendent plus difficile leur installation dans l'organisme. Ils agissent en dégradant l'ARN viral et en alertant d'autres cellules pour qu'elles se défendent contre la menace. Des études montrent que la majorité des virus sauvages sont entièrement neutralisés par cette première contre-attaque cellulaire. Même si les virus sont la clé d'entrée, ils découvrent vite que la maison possède un système de sécurité ultra moderne. Pour les virus, le vrai défi n'est pas seulement de pénétrer dans le corps ou d'entrer dans les cellules. C'est de survivre assez longtemps pour se répliquer, se multiplier suffisamment vite pour prendre le contrôle avant que le système immunitaire ne les élimine. C'est la seule chose qui nous sauve d'un état d'urgence pandémique perpétuel. La période d'alerte dépend du virus lui-même. Certains virus mutent vite, ce qui leur permet d'affaiblir la réponse interféron ou d'y échapper. D'autres sont arrêtés plus tôt, et cela dépend aussi de la capacité du corps à détecter l'invasion suffisamment vite, à donner l'alerte et à activer ses défenses, avant que le virus ne puisse se propager. C'est pourquoi une personne sur 10 dans les villages ruraux du Myanmar possède ces anticorps. Oui, des virus sauvages de chauves-souris et d'autres animaux ont envahi leurs organismes, sans provoquer d'épidémies massives ni de pandémies paralysantes. Leurs corps ont réagi à temps, et les interférons ont rempli leur rôle. L'ennemi a été éliminé efficacement, juste à l'intérieur des portes du château. Pourquoi la nature crée-t-elle ses clés pour l'humain, si nous ne sommes pas la cible principale ? Il est clair que l'humanité repose sur une incompréhension fondamentale de l'évolution virale depuis des générations. Pendant des décennies, nous pensions que les virus devaient s'adapter à nous, car nous étions très différents des autres animaux. L'humanité a représenté le prix ultime pour ces microbes, le sommet de leur voie évolutive. Les données racontent une toute autre histoire. Elles montrent que les souches virales les plus réussies de l'histoire, comme la grippe espagnole de 1918 et le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19,
n'ont montré aucun signe majeur d'adaptation récente à l'homme. Ces virus, qualifiés de généralistes par les virologues, n'ont pas évolué en milieu sauvage ni muté dans la jungle, et n'étaient pas programmés pour cibler et tuer les humains. Ils ont rapidement atteint leur forme adaptée à l'homme, sans passer par des années de mutations aléatoires. Ils ont évolué pour survivre dans des environnements denses et variés, apprenant à prospérer parmi chauves-souris, oiseaux, rongeurs, primates et autres, ce qui leur donne un grand avantage. Les virus se propagent plus facilement lorsqu'ils ne sont pas limités à une seule espèce. Ces virus arrivent en quelque sorte avec leur propre passe-partout, qui leur permettent d'aller presque partout où ils le souhaitent. En d'autres termes, les humains ne sont pas les cibles. Ils sont même pas les objectifs finaux. Ils ne sont que des dommages collatéraux. C'est ce qui rend la prochaine pandémie une fatalité invisible. Le matériel est déjà là, et il est entièrement compatible avec le système d'exploitation humain. Lorsque la nature crée ses propres armes biologiques, l'humanité n'est pas simple spectatrice. Et quand tout tourne mal, il y a des conséquences. Découvrez la vérité effrayante sur les virus issus de fuites de laboratoire. Ou regardez cette vidéo.